Chers spectateurs, bonjour et bienvenue au JT du Coin. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous informer du retour de cette série d'actualités qui pourra devenir permanente si suffisamment d'entre vous la regardent. Je vous présenterai en moins de 10 minutes, tous les mercredis, un condensé des informations de la semaine passée. On va donc commencer sur les chapeaux de roue après une semaine infernale au cours de laquelle on a vu les prix s'effondrer sur tout le marché. Après avoir rendu visite aux 42 000 $, le Bitcoin semble reprendre son souffle vers les 50 000 et d'après mes connaissances en magie vaudou du trading, on peut clairement constater qu'il y a une figure classique en train de se dessiner, celle du triple saut italien. Et comme le troisième saut de Mario est toujours plus haut que les deux autres, attendez-vous à voir le Bitcoin à 100 000 $ vers 2022, sauf si Bowser débarque. Place aux vraies actualités maintenant, avec en premier lieu des déclarations de Changpeng Zhao datées de fin novembre qui indiquent que Binance cherche à vendre des parts de société à des grands noms du milieu de la finance traditionnelle pour essayer indirectement de montrer patte blanche aux autorités. Une offre qui s'inscrit dans un mouvement plus vaste avec d'autres idées similaires mises en pratique comme le fait d'embaucher quelqu'un qui avait travaillé pour les services fiscaux des États-Unis quelques semaines avant. Ensuite, puisqu'on parle des autorités, la Banque centrale d'Indonésie a annoncé qu'elle lancerait une monnaie numérique visant à lutter contre l'utilisation de crypto-monnaies dans des transactions financières. Comme d'habitude, certains politiciens ne semblent pas avoir compris l'utilité des crypto-monnaies ou les raisons pour lesquelles nous nous en servons. Et dans le cas de l'Indonésie, il y a aussi la religion qui s'en mêle, ce qui complique un peu les choses. En tout cas, si ce n'était pas déjà évident, pas la peine d'aller voir du côté de l'Indonésie quand vous voudrez encaisser vos profits. Et du côté de la Banque centrale de Chine, pas si loin de l'Indonésie, ça n'est pas beaucoup mieux. Son directeur de l'unité de lutte contre le blanchiment d'argent a déclaré il y a quelques jours « Nous devons maintenir un niveau de vigilance élevé et constant, examiner l'évolution des actifs numériques et le développement de la technologie sous-jacente. » Rien que ça. On savait déjà que la Chine apprécie moyennement les crypto-monnaies puisque le gouvernement ne peut pas contrôler les réseaux et bloquer les transactions de ses citoyens dont le crédit social serait trop bas par exemple. Mais cette fois-ci, c'est aux nouveautés de l'année qu'il s'attaque, à savoir les NFT et les projets liés au métavers. Soit disant qu'ils pourraient facilement devenir des outils de blanchiment d'argent pour les criminels. Les chiffres prouvent constamment que la crypto est beaucoup moins utilisée que les monnaies fiat pour les transactions illégales, mais bon, il faut bien trouver un épouvantail pour faire passer toutes les lois qu'on veut, et surtout pour préparer le terrain en faveur du yuan numérique. Dans la catégorie piratage, on en a eu 3 récemment, 1 sur une plateforme centralisée et 2 sur des plateformes décentralisées. Le plus petit des 3, c'était celui de la plateforme MonoX qui a eu lieu le 30 novembre, une plateforme décentralisée offrant des services d'épargne et d'échange. Malgré le fait que leur code avait été audité, une faille dans le système d'échange a permis à un pirate de subtiliser 31 millions de $ sous la forme de divers jetons. Quelques millions de Matic, un peu moins de 4000 Ethers et 36 bitcoins emballés, entre autres choses. C'est donc encore une fois la preuve qu'un audit de sécurité n'est en aucun cas une garantie à 100% qu'il n'arrivera jamais rien. Le 2 décembre, ce fut au tour de BadgerDAO de se faire pirater, mais pas de la même manière. Plutôt que l'exploit d'une faille liée au code des contrats intelligents, c'est tout bêtement le site lui-même qui a été piraté. Un pirate informatique ayant réussi à obtenir une clé d'API Cloudflare s'en est servi pour envoyer aux utilisateurs du site des requêtes MetaMask visant à leur faire utiliser son propre contrat intelligent qui était conçu pour saisir leurs fonds. Les utilisateurs peu attentifs ont donc autorisé le code du contrat intelligent du pirate à retirer tous leurs actifs parce qu'ils ont cliqué sur accepter sans lire le contenu des fenêtres MetaMask. Et parmi les victimes, on trouve notamment Celsius Network qui a perdu 50 millions de $ dans l'histoire. Le total volé par le pirate s'élève à 120 millions de $. Cette fois-ci, la leçon à retenir, c'est qu'il faut toujours regarder le contenu des fenêtres de votre portefeuille compatible avec les applications décentralisées, peu importe qu'il s'agisse de MetaMask ou d'un autre, et peu importe qu'il s'agisse d'un site que vous utilisez fréquemment ou pas. Enfin, le dernier piratage majeur de la semaine, c'est celui de la plateforme centralisée Bitmart qui a perdu un peu moins de 200 millions de $ provenant de son portefeuille chaud, c'est-à-dire son hot wallet, celui qui est utilisé pour stocker les fonds qui bougent fréquemment. Bitmart a initialement prétendu qu'il s'agissait d'une infox, comme beaucoup de plateformes qui essaient de limiter la casse quand ça leur arrive, mais ils ont tout de même fini par admettre qu'il y avait un problème. Pour l'instant, on ne sait toujours pas comment les pirates ont eu accès à ce portefeuille, et la spéculation va bon train, certains estimant même qu'il s'agit d'un coup monté commis par des employés. Après tout, ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Donc comme le dit le proverbe, si c'est pas vos clés, c'est pas votre crypto. Toujours en matière de sécurité, on a récemment eu une déclaration de Charles Hoskinson qui affirme haut et fort que Cardano est supérieur à Ethereum parce qu'il est plus sécurisé. Je voudrais bien lui rappeler que la rapidité est importante aussi, mais c'est vrai qu'Ethereum n'est pas encore un champion à ce niveau-là non plus, puisque la version 2.0 n'est pas encore arrivée.
Quoi qu'il en soit, nous pourrons prochainement vérifier si ce que Monsieur Hoskinson dit est vrai, puisque la toute première plateforme d'échange décentralisée de Cardano, appelée SundaeSwap, a été lancée sur le testnet Cardano hier. En ce qui concerne le milieu de la bourse traditionnelle, deux informations importantes sont à mentionner cette semaine. La première, c'est que la plateforme d'échange norvégienne NBX, Norwegian Block Exchange, a déposé une demande de listing de ses actions sur Euronext Growth. Si cette demande aboutit, la plateforme serait donc la première plateforme d'échange nordique à être cotée en bourse. C'est peut-être la première fois que vous en entendez parler parce que c'est une plateforme assez récente, née en 2018, mais elle compte tout de même plus de 250 000 clients et propose 8 crypto-monnaies différentes, même si ça n'est pas exactement un choix énorme comparé à Binance ou FTX. De l'autre côté de l'Atlantique, 4 ans après l'apparition d'un contrat à terme sur le Bitcoin à la bourse de Chicago, cette dernière a annoncé il y a 2 jours qu'elle proposerait des micro-contrats à terme basés sur l'Ethereum. Ce lancement fait suite à des contrats similaires portant sur le Bitcoin et apparu en mai 2021 qui avait eu beaucoup de succès auprès des investisseurs. La finance traditionnelle entre lentement dans le bain de la crypto, après la première marche du Bitcoin, nous arrivons à l'Ethereum, et peut-être prochainement à des crypto-monnaies plus exotiques. Toujours aux États-Unis, Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, a fait parler de lui depuis sa cellule de prison. 8 ans après sa condamnation, l'ancien baron de la drogue et du Bitcoin vient d'annoncer la mise en vente aux enchères d'une collection de NFT sur la plateforme Super Rare qui s'est terminée aujourd'hui. Les fonds récoltés lors de cette vente seront destinés pour partie à une association d'aide aux détenus et pour partie pour entamer une nouvelle procédure judiciaire visant à faire libérer Ross Ulbricht. Les enchères sont montées jusqu'à 888 Ethereum, soit la modique somme de 3,8 millions de dollars environ. Enfin, dernière actualité majeure de la semaine, le réseau Solana a échappé de justesse à un énorme piratage. Une vulnérabilité a été découverte par la société Neodim dans la suite du contrat SPL Token Lending qui permet de déployer des protocoles de prêt comme Compound et Aave sur Solana. La vulnérabilité en question repose sur le fonctionnement de ce contrat qui consiste à déposer des jetons dans un coffre virtuel pour recevoir en échange des jetons représentatifs d'une part de ce coffre. Ces jetons constituent en quelque sorte le droit de retirer une fraction de ce qu'il y a dans le coffre. Au moment de la création du coffre virtuel, les jetons représentatifs et les jetons dans le coffre ont exactement la même valeur à l'unité, un jeton à l'intérieur égale un jeton à l'extérieur. Mais lorsque les stratégies utilisées par le système permettent au capital dans le coffre de générer des intérêts, un jeton à l'extérieur peut valoir 1,01, 1,1, 1,2 jetons à l'extérieur, etc. Et le problème se situait au niveau de la différence de valeur entre les deux. En fait, lorsqu'un utilisateur retirait les jetons à l'intérieur du coffre, pour calculer la valeur représentée par le jeton secondaire, le résultat était arrondi à l'entier supérieur si nécessaire. C'est une différence minime pour la plupart des jetons et pièces, mais dès que les prix commencent à monter, les écarts de valeur devenaient significatifs. Selon les calculs de la société Neodim qui a trouvé la faille, il était possible de subtiliser jusqu'à 7500 $ par seconde, soit 27 millions de dollars par heure, en profitant de cette erreur de conception du programme. Heureusement, la faille a été corrigée avant que qui que ce soit ne s'en serve, et le réseau Solana reste sain et sauf pour aujourd'hui. Et maintenant que nous sommes arrivés à la fin du programme pour aujourd'hui, nous allons nous quitter, mais avant ça, je vais vous demander de bien vouloir indiquer en commentaire si vous avez apprécié ce format, si vous pensez qu'il y a quelque chose à changer, est-ce que c'était trop long, est-ce que c'était trop court, etc. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, et on essaiera d'en tenir compte pour les prochaines éditions de ce journal. Bonne soirée, et à bientôt pour la prochaine vidéo du JT du Coin.